Sur la question, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que tout ce qui concerne Trump, nous l'avons annoncé, nous l'avons dit. Pas parce que nous sommes des Trumpistes, mais parce qu'évidemment, nous ne pouvons pas être indifférents à la situation de ce qu'on appelle encore la première puissance mondiale. D'accord, président. Alors, pour revenir à votre question, oui. Je plantais seulement le décor. Pour revenir à votre question, il tient ses promesses électorales, mais pour l'Afrique, c'est une bonne chose. L'OMS, c'est l'ennemi de l'Afrique. L'OMS s'est spécialisée dans la programmation, la fabrication, la préparation des pandémies, c'est-à-dire des pandémies, dont l'objectif premier est de décimer la population africaine. Vous vous souvenez, les prédictions de l'OMS lors du Covid et de l'ONU concernant l'Afrique. On nous a promis des millions de morts, l'Afrique allait être décimée. Au lieu que l'OMS s'occupât à l'époque des populations italiennes, par exemple, qui mouraient, l'OMS a passé le temps à prophétiser contre l'Afrique, à souhaiter la mort de l'Afrique. Bref, tout s'était préparé. Le débat sur le Covid est clos aujourd'hui. Il y a un rapport du Congrès américain qui est sorti et qui démontre simplement qu'on avait affaire à une mafia mondiale qui visait à tuer, à expérimenter un génocide universel et à stocker de l'argent aux populations et à paralyser les États. Donc la sortie de l'OMS pour nous c'est une bonne chose. Parce que l'OMS est une organisation dangereuse pour le continent africain. Donc, tout ça s'inscrit dans la logique qui, par exemple, nous a amené, nous, à marquer notre préférence pour Donald Trump de manière objective. C'est que c'est l'arrêt de la mondialisation. C'est l'arrêt de la mondialisation au profit d'un impérialisme classique américain, mais cette fois-là, qui a abandonné les oripeaux, qui a abandonné la dimension mondialiste de la politique américaine. C'est ça la nuance oui. Entre Donald Trump et ce que moi j'ai appelé la porteuse de talons. D'accord, président. Alors, il est certes vrai que les États-Unis sont en partie le principal contributeur financier de l'Organisation mondiale de la santé. Mais cependant, est-ce que ce retrait de l'Organisation mondiale de la santé ne pourrait pas avoir une certaine incidence sur la santé aux États-Unis, puisqu'on sait très bien que cet organisme gère et prévient les pandémies? Ne parlez pas de la santé aux États-Unis. Je vous dis qu'il y a un rapport du Congrès qui est sorti, oui. Qui règle la question, qui demande qu'à l'OMS, on ne fait pas la santé. Ils s'affichent de la santé. Ils sont dans une dynamique néo-malthusienne de diminution de la démographie mondiale. L'OMS est l'instrument de la caste mondialiste mondiale qui a une phobie de la puissance démographique des pays du Sud en général et de l'Afrique en particulier. C'est cela qu'il s'agit. Aux États-Unis, vous ne comprenez rien à la nomination de Robert Kennedy. Oui. Si vous ne comprenez pas les enjeux de santé aux États-Unis, c'est l'empoisonnement de la population par toutes sortes depuis l'eau potable, en passant par toutes sortes de médicaments qu'on fait ingurgiter aux gens, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec leur santé, mais dont le but est non seulement de remplir les poches de Big Pharma, mais en particulier, comme je vous ai dit, d'exterminer, n'est-ce pas, une bonne partie de la population mondiale. Donc ce ne sont pas les enjeux de santé qui sont au cœur de la politique de l'OMS. Vous avez parlé de la contribution des États-Unis à l'OMS. Oui. Je crois qu'on était aux environs de... ça devait être 20% à peu près. Mais d'autres États aussi. Mais le vrai débat à l'OMS, c'est par quelle manière, par quel mécanisme Bill Gates est devenu le vrai patron de l'OMS. Vous avez rappelé que Bill Gates n'est pas médecin. Oui. C'est un mécanicien. Il n'est pas médecin. Justement. C'est un porteur de boulons. Mais comment Bill Gates est devenu patron de l'OMS? Et quand vous analysez l'action de Bill Gates au niveau mondial, c'est un criminel, c'est un assassin. C'est un criminel de haut niveau. Est-ce que c'est pas fort Non, je suis même très poli. Et je manque de mots pour le qualifier. Oui. Bill Gates devrait être interpellé partout où il est et être fusillé sur la place publique. C'est un criminel. Oui. Donc on connaît la philanthropie de Bill Gates et son projet derrière les vaccins. Donc malgré ça, il est un des principaux sponsors de l'OMS. Il est aujourd'hui le patron réel de l'OMS. Donc ce n'est plus l'Organisation mondiale de la santé. C'est un lobby. L'OMS est devenu un lobby, une grande direction pour le compte de Big Pharma, et de ce fait a complètement dérivé de ses objectifs fondamentaux.
c'est inacceptable pour le monde et pour les États. C'est d'autant plus que la dernière conférence, la dernière Assemblée générale nous l'a montré, les enjeux sont clairs. L'OMS peut désormais devenir un super État, un supra-État au-dessus des États pour désormais s'occuper de nos santé, de notre santé, vous et moi, sur la base de cette dérive que je viens d'énoncer. C'est inacceptable, c'est un péril sur l'espèce humaine et on ne peut que saluer tout affaiblissement de l'OMS est une bonne chose pour les peuples du monde entier. D'accord. Qu'adviendrait-il alors pour ces pays africains qui, au quotidien, allaient y siéger pour peut-être avoir des dividendes et revenir avec dans leurs différents pays, comme quoi ils voudraient soutenir peut-être les épidémies, les pandémies dans leurs différents concrets? Les pays africains sont les premiers à être conscients de cette dangerosité de l'OMS. Mais vous savez que quand on dit pays africains, n'oubliez pas qu'il y a des pays clients. Il y a des pays clients, il y a des sous-préfectures étrangères qui se font appeler pays africains et qui sont simplement les relais de la politique mondialiste en matière de santé. Mais de manière plus approfondie. Comme dans d'autres domaines, les pays africains sont des consommateurs de processus sanitaires et de programmes de santé dont ils ne maîtrisent ni les tenants et les aboutissants. Nous sommes des consommateurs simples de ces programmes-là. Nous avons subi toutes sortes de pandémies, d'épidémies. Il est démontré aujourd'hui que ces épidémies-là étaient tout sauf naturelles. Et l'OMS est au cœur de toutes ces stratagèmes. Non, vous êtes gentil, de tous ces crimes contre l'Afrique. Alors, à partir du moment où, au niveau international, il y a une modification des rapports de force, eh bien, les choses sont claires pour les Africains. Les pays africains se prononcent à ce niveau-là. On n'a pas oublié le Covid. Vous connaissez le sort, je le répète encore, qui était réservé à l'Afrique. Vous connaissez les positions officielles de l'OMS durant cette pandémie-là. Nous avons fait savoir qu'il y aura des morts avec un taux de pourcentage accéléré en Afrique. C'est clair. Nous avons démenti tous ces pronostics en rejetant, pour la plupart, les offres de soins officiels parrainés par l'OMS. C'est important de rappeler tout ça, parce qu'à ce moment-là, l'OMS a montré qu'elle est une organisation anti-africaine, dangereuse pour les populations africaines. Nous avons tiré les conséquences. On ne peut que se réjouir, je vous dis, de l'affaiblissement de cette organisation. Espérons donc que les Africains et surtout les dirigeants vont savoir tirer profit de cette sonnette d'alarme que viennent de tirer les États-Unis d'Amérique par l'entremise de Donald Trump. Alors on va brosser un autre point très rapidement avant d'entrer de plein fouet dans notre émission. Il s'agit également de cette redéfinition des genres qui a été faite par le président Donald Trump. Désormais, au lieu de 32 qui y en avait, nous allons maintenant faire face à deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Est-ce que, si je vais prêter le flanc aux défenseurs des droits humains, est-ce que nous sommes là en train de faire face à une certaine persécution des gens ou alors des personnes aux États-Unis, ou alors nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle ère? Ben, écoutez, d'abord, il faut bien distinguer la promotion, la défense des soi-disant droits de l'homme et le droit de l'hommisme. Bon, l'Occident ne connaît rien au droit de l'homme, il n'y a jamais eu de droit de l'homme. On a fait un droit de l'hommisme qui a violé même l'idée que l'Occident s'est donné des droits de l'homme. Il n'y a qu'à lire la Charte des Nations Unies, vous allez comprendre que on est dans une escroquerie intellectuelle extrêmement programmée pour détruire l'humanité. Deuxièmement, on était dans un processus de destruction de l'espèce humaine. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de frontières entre les genres, à partir du moment où l'identité humaine n'existe plus, puisqu'on est dans le processus de transidentité, destruction totale de l'être humain tel que moi et vous, on l'a connu, on ne peut que se réjouir, n'est-ce pas, de ce que Donald Trump a rappelé, les positions normales, naturelles, n'est-ce pas, qui nous définissent, nous en tant qu'êtres humains. C'est un genre, c'est le genre, c'est de l'homme et la femme. Et par rapport à ça, il y a une convergence des pays du Sud. Il y a une convergence même mondiale sur cette question. Et l'Afrique ne peut pas être en dehors de cette convergence-là. Une fois de plus, c'est pour ça que nous, n'est-ce pas, nous avons marqué notre préférence pour Trump. Vous connaissez le projet des mondialistes. Cet agenda devait être accéléré. Et d'ailleurs, je voudrais vous donner un exemple concret. Un pays comme le Ghana, actuellement là, est ferré avec le FMI pour obtenir des crédits. Et vous connaissez la condition que le FMI donne au Ghana, s'ils veulent de l'argent, c'est de légaliser au Ghana les LGBT. Or, il y a eu un référendum, les populations du Ghana ont dit, nous ne voulons pas entendre cette affaire-là.
Le FMI est en train de dire, Banque mondiale, que non, monsieur, si vous n'autorisez pas les LGBT chez vous, vous n'aurez pas d'autre argent. Vous imaginez à quel niveau on est arrivé? Depuis quand le FMI et la Banque mondiale, ses missions sont de nous définir le type d'homme que nous on est, c'est d'imposer, n'est-ce pas, ce type de sorcellerie, d'égarement, d'abomination aux pays africains, moyennant de l'argent. Justement. Il faut bien comprendre ces enjeux-là. Justement. Alors, avant le Ghana, c'était l'Ouganda. Oui. Maintenant, c'est le Ghana. Vous voyez très bien ce que nous avons annoncé depuis très longtemps, à savoir l'universalisation de LGBT comme étant désormais la politique et l'objectif politique des puissances mondialistes, dont les institutions internationales financières. D'accord, on va sortir par là, Président. Face à cette situation où on a finalement normalisé l'écart, est-ce que ce ne serait pas le moment pour les différents États africains actuellement, au vu de la situation actuellement aux États-Unis, de penser une nouvelle politique de financement interne en lieu et place du financement international, avec un exemple, le FMI, qui place beaucoup de conditions pour pouvoir obtenir des prêts? C'est tout l'enjeu des combats que nous menons, c'est tout le sens du combat panafricaniste. Mais malheureusement, on fait avec les plaisantons, on fait avec les combats d'arrière-garde, on fait avec tous les millions de mercenaires qui travaillent contre le continent africain. Mais ça avance énormément, c'est tout l'enjeu de la lutte, de la guerre que nous menons contre le franc CFA. Et pour ce qui concerne le franc CFA, quelqu'un comme nous avons toujours dit, les gens comme nous, notre thèse est claire. Pas de démantèlement du franc CFA sans démantèlement du dollar et de toute l'organisation financière internationale. Parce que le franc CFA n'est qu'une chambre de l'architecture internationale financière, coiffée par le FMI, la Banque mondiale, et tout ce que vous voulez, la Banque des règlements internationaux, le système SWIFT, etc. Et le dollar. C'est un combat global, c'est un combat mondial. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, cette frontière désormais, où on voit que la finance, en réalité, a un projet politique qui est l'extermination de l'espèce humaine, nous place devant un défi. Justement. Un défi de survie que nous ne pouvons plus différer. Donc, où le panafricanisme se met à ce niveau et pense la globalité du monde, se donne les moyens opératoires, stratégique et tactique pour imposer la vision panafricaniste dans le but d'un changement total de relations internationales, c'est le but de notre combat. C'est aussi le sens de la convergence stratégique qui nous lie aux BRICS, et à tous les pays émergents, les puissances émergentes du monde. C'est tout le combat que nous sommes en train de mener pour une grande alliance globale qui va désoccidentaliser le monde. C'est cela qu'il s'agit. D'accord, nous espérons que pour le prochain sommet qui se tiendra en Indonésie, on va pouvoir avoir un bon nombre d'Africains qui pourront y adhérer, comme ceux qui ont déjà commencé. Alors, mais en attendant ce sommet, les Africains attendent qu'on nous explique pourquoi à Kazan,